Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers, la quotidienne. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Il aurait été tué, puis brûlé par sa propre femme et deux de ses enfants. C'est l'histoire terrible de cet homme de 44 ans qui aurait été drogué, poignardé et étranglé par sa propre épouse que nous allons vous raconter. Comble de l'horreur, ses deux fils aînés auraient donc aidé leur mère à transporter et à brûler le corps. Mais alors, pourquoi un crime aussi sordide? D'après la mère de famille, Badré, c'est son nom, se comportait comme un véritable tyran domestique. Elle aurait donc cherché à se protéger. Mais en réalité, il se pourrait qu'il s'agisse d'une affaire d'argent ou de jalousie. Alors Badré était-il vraiment le monstre que décrit sa femme? Ses sœurs refusent que son image soit salie. Elles veulent à tout prix faire éclater la vérité dans ce dossier. Elles ont donc décidé de parler et de venir nous raconter leurs douleurs, leurs souffrances et défendre l'honneur de leur frère sur ce plateau. On l'apprenait ce week-end, un étonnant fichier a été retrouvé sur l'ordinateur de Jonathan Daval, dont ce document de 2 pages, rédigé une dizaine de jours après la mort de sa femme, le mari d'Alexia écrit et décrit point par point le scénario de ce qui se serait passé le jour de la disparition d'Alexia. Mais pourquoi avoir noté ce scénario? Est-ce pour ne pas oublier la version qu'il aurait donnée aux enquêteurs et donc pour ne pas se contredire? C'est une histoire qui fait froid dans le dos. À l'automne 2017, Christophe et sa fille Célia, 18 ans, viennent de renouer contact. Après son bac, la jeune fille décide de s'installer chez son père dans l'Ariège et tout semble aller pour le mieux. Mais le 30 novembre, ils disparaissent subitement. C'est le petit ami de Célia qui donne l'alerte. Durant des mois, le mystère reste entier, jusqu'à ce que les enquêteurs remontent la piste d'un couple machiavélique. L'ancienne compagne de Christophe lui aurait tendu un piège avec la complicité de son nouveau compagnon. Elle aurait mal vécu la rupture et aurait souhaité se venger en s'attaquant à sa fille. Aujourd'hui, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis dans le journal des faits divers de Mathieu Jabot, nous reviendrons sur le meurtre de Pompignac, accusé d'avoir tué sa tante. Alain Laprie, comparé devant les assises de Bordeaux depuis hier. Nous vous parlerons également de cet homme tué par balle dans une station-service de Bastia. Ça s'est passé ce week-end. Pour analyser avec nous ces histoires, nos experts de Crimes et Faits divers, la quotidienne en direct, sont aujourd'hui maître Florence Rowe. Bonjour. Bonjour. Avocate pénaliste pour nous expliquer l'aspect judiciaire. Le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour. Pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Et puis bien sûr, Charlotte Durand. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Pour commencer cette quotidienne, nous allons donc vous raconter comment une femme et 2 de ses enfants auraient tué un père, un mari. C'est l'histoire de Badré Fakir, un quadragénaire à qui tout semblait sourire. Maria Catherine, qu'il connaît depuis qu'il est adolescent. Badré a 4 enfants et travaille dans une boulangerie. Mais un beau jour, il disparaît. Et peu de temps après, son corps est découvert à moitié calciné sous un tunnel près de Nîmes. L'enquête s'oriente alors vers un règlement de compte, mais elle ne va pas tarder à mettre à jour un odieux crime familial. Car l'assassin de Badré ne serait autre que Catherine, sa propre femme. Et plus effarant encore, elle aurait été aidée par ses 2 fils aînés pour se débarrasser de son mari. Quand une vie de famille, en apparence tranquille, bascule dans l'horreur. Nous sommes à Millau, dans le Gard. C'est ici que Badré, 44 ans, vit avec sa compagne Catherine, 43 ans, et leurs 4 enfants. Michael, 25 ans, Jordan, 20 ans, Kenzo, 7 ans, et Mélissa, 5 ans. La famille habite une jolie maison, avec piscine, dans un quartier résidentiel. Tout semble aller pour le mieux. Mais le mercredi 2 septembre 2015, la patronne de Badré, qui travaille dans une boulangerie, s'interroge. Le quadragénaire est absent depuis le début de la semaine. Elle contacte donc la mère de Badré, qui s'inquiète aussitôt car ce comportement ne ressemble pas à son fils aîné. Badré a 6 frères et sœurs et il est très proche de sa famille. La mère de Badré téléphone alors à sa fille Hanan et il lui fait part de ses inquiétudes. D'autant plus que d'après les informations locales, un corps
a été découvert sous un tunnel ferroviaire en pleine garrigue. Un homme de forte corpulence, en partie carbonisé et à moitié nu. L'autopsie a révélé qu'il avait reçu 7 coups de couteau. Alors, s'agit-il du père de famille? Hanan a un pressentiment et elle interroge Michael, le fils aîné de Badré. Ce dernier lui confirme qu'il est sans nouvelles de son père depuis 3 jours. Hanan se rend donc au commissariat. Sur place, les policiers lui demandent si Badré a des particularités physiques. Hanan explique alors que son frère a un anneau gastrique, ce qui est le cas du cadavre découvert. Hanan identifie également la montre carbonisée retrouvée à proximité du corps. Et elle est formelle, c'est bien celle de son frère. Pour les frères et sœurs de Badré, il n'y a aucun doute. L'aîné de la fratrie est définitivement parti. Ce qui sera ensuite confirmé par l'analyse ADN. L'enquête de l'APJ de Nîmes s'oriente en premier lieu vers la piste d'un règlement de compte. Car Badré est connu dans le quartier. Il a fait des affaires en vendant des voitures retapées. Mais le 5 octobre 2015, coup de théâtre. La femme de Badré et ses 2 fils aînés sont interpellés. Le bornage de leur téléphone a montré qu'ils étaient présents sur les lieux où le corps du père de famille a été retrouvé. Placé en garde à vue, il passe alors aux aveux. Les 2 fils reconnaissent avoir aidé au transport du corps et l'un des 2 reconnaît avoir incendié ce corps et la femme reconnaît avoir porté des coups de couteau, avoir fait les gestes d'étranglement et avoir également drogué son mari. En effet, sa femme, Catherine, aurait mis des somnifères dans la nourriture de Badré. Et elle aurait attendu qu'il s'endorme pour lui porter plusieurs coups de couteau avant de l'étrangler. Ses fils l'auraient ensuite aidé à se débarrasser du corps. Mais fait étrange, des projections de son ont été retrouvées dans la voiture de Michael. Il se pourrait donc que le père de famille ait été achevé à ce moment-là. Mais alors, pourquoi ce crime sordide? Quel a été le rôle de chacun? Et notamment celui joué par ses 2 fils. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Avec nous, Sarah et Hanan. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes les sœurs de Badré. Oui. On va vous entendre dans un instant. Et puis Maître El Bouroumi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes les avocates vous êtes l'avocate de Sarah et d'Hanan. Hanan, je voudrais qu'on commence un peu peut-être par définir la vie qu'avait votre frère, tout d'abord. C'était quelqu'un qui avait un boulot stable et qui avait une vie plutôt tranquille? Oui, il a eu une vie tranquille. Il s'est marié jeune, donc avec Katharina. Et ils ont eu leur fils très tôt. Ensuite, ils ont eu donc Jordan. Elle travaillait donc à Takatsem. Lui, il travaillait dans une pompe à essence. Et il faisait les voitures aussi. Il achetait des lots de voitures aux enchères. Il les réparait. Puis voilà, en fait, ils ont un petit train-train, quoi. Et de là, ils ont décidé d'acheter une maison. Enfin voilà, ouais, une vie de famille. Normal. Voilà. Sarah, vous aviez quel rapport, vous, avec la femme de votre frère? De bons rapports, j'ai jamais eu de problème avec Katharina, on s'entendait plutôt bien. Après, c'est vrai que moi, j'ai plus grandi avec Jordan et Michael parce qu'ils ont mon âge. Les enfants. Voilà. Pareil, j'avais un écart de 20 ans avec Badré, donc moi j'ai grandi avec Michael et Jordan, j'étais plus proche d'eux que de Katharina. Est-ce que vous sentiez une certaine tension dans ce couple ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ils s'entendaient très bien tous les 2, ça faisait 30 ans qu'ils étaient ensemble. Non, on comprend pas. Non, on était très proches, on se voyait tout le temps, on partait en vacances ensemble, dire Katharina, c'était notre sœur. C'était À ce notre point-là. sœur. Ouais. Ah ouais, c'était notre sœur. Elle parlait plus à sa famille, elle parlait qu'à nous, c'était notre sœur. Elle mangeait avec nous, les fêtes c'était avec nous, c'était notre sœur. C'était notre sœur, ouais. Hanan, comment vous avez appris le meurtre de votre père, de votre frère? Je l'ai appris parce que mon frère ne répondait plus à personne au téléphone et que tout le monde s'inquiétait. Donc moi j'étais chez moi, ma mère m'a appelé
Et c'est vrai que depuis la veille, on savait qu'il y avait un cadavre qui avait été retrouvé et que c'était dans un endroit qui était à côté pas loin de chez nous et qui était fréquenté vraiment par les gens de notre quartier, qui est vraiment un petit village, quoi. Tout le monde connaît tout le monde et c'est là-bas que tous les jeunes vont faire de la moto. Donc moi j'étais avec mon neveu, Michael, parce qu'il passait le plus clair de son temps chez moi, on était très très proches. Et donc j'ai demandé de suite à Michael si lui il avait des nouvelles de son père. Donc lui il m'a dit que non, sa maman venait de lui envoyer un message, qu'elle s'inquiétait elle aussi, qu'il fallait qu'il recherche son père. Et là de suite, je sais pas pourquoi, j'ai raccroché, je me suis dit c'est bizarre quoi, Badré il disparaît pas, il est tout le temps, il est vachement proche quoi, il passe tout le temps chez ma mère, on le voit tout le temps. Et là je me suis dit ouais, il y a un problème et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce cadavre. Vous avez pensé que ça pouvait avoir un lien et que ça pouvait être... Je me suis dit, il disparaît jamais, il est tout le temps là. Là même, son fils et sa femme ne savent pas où il est. Il y a un souci et 3 jours, ça faisait beaucoup. Puis, forte corpulence, je sais pas, cet article, il m'a perturbée. J'avais ce pressentiment, je sais pas. Et j'ai de suite fait le rapprochement. Je me suis dit, c'est lui. Donc, j'ai appelé le commissariat en me disant, bah, écoutez, est-ce que vous savez s'il a eu un accident, si, voilà, il a disparu. J'étais dans un état quand même de stress. On imagine. Voilà. Et le policier m'a dit attendez, on va vous rappeler. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé. Il y avait eu l'autopsie le matin même. C'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de cette opération. On m'a demandé s'il avait eu une opération et j'ai dit oui. Et là, on a fait un rapprochement avec l'anneau gastrique. Ça a permis d'identifier Voilà. le corps. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que votre frère... J'ai hurlé. J'ai hurlé. Je sentais plus mes jambes. Il y avait Michael avec moi. Lui, il s'est mis à vomir. Il vomissait. Michael, c'est Le fils aîné. le fils aîné. Il vomissait. À cet instant-là, j'ai oublié ma douleur à moi parce que je me suis rendu compte. Je me suis dit merde, c'est son père, quoi. Et je me suis dit, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit désolée. Je sais que c'est ton papa. Je vais peut-être pas dû te l'annoncer comme ça, mais c'est vrai que. Et il vomissait. Il est tombé par terre. On était avec Sarah. On l'a ramassé. On avait trop mal pour lui, quoi. Et Sarah, et vous? Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête à ce moment-là? Moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. On me disait Badré a disparu, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Je sais pas. À ce moment-là, ma tête, je comprenais plus rien. Je sais pas. Je voyais tout le monde crier, pleurer. Michael qui vomissait, ma mère qui devenait toute rouge, qui pleurait. Je comprenais plus rien. Moi, j'étais complètement perdue. Et après, il y a eu une enquête, bien évidemment, et puis finalement, on a découvert que c'est Catherine qui l'aurait tué. Et ça, tout à l'heure, vous en parliez avec des mots très forts, parce que vous disiez, c'était notre sœur, quoi. Enfin, on était avec elle. Et c'est là qu'en fait, on a de suite compris, on la connaissait tellement bien, et on les connaissait tellement bien, que dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce, on a compris que c'était eux, quoi. Qu'il y avait un truc qui clochait. On a compris. Parce que, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Leur comportement. Leur comportement, leur façon de parler, elle était bizarre et on avait l'impression qu'ils se persuadaient de quelque chose. Vous savez, quand vous vous dites quelque chose pour vous persuader, quand on disait mais c'est pas possible, Badré disait si, mais non, c'est peut-être qu'il a eu un problème avec quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose à quelqu'un. Mais on disait mais non, mais c'est pas possible. Mais si. Vous savez, quand vous voulez vous persuader d'une vérité parce que sinon ils allaient flancher, pour tenir, ils se mentaient à eux-mêmes et on le voyait. Le voyait dans leur comportement. On voyait qu'ils mentaient et qu'ils essayaient de se persuader de quelque chose. C'est tout simplement qu'on savait quand ils mentaient. Et leur façon de parler de leur père, ils parlaient pas comme ils parlaient d'habitude. D'habitude, ils parlaient en bien de leur père, et là, ils voulaient en parler. C'était leur façon d'être, elle n'était pas comme ils étaient. On est une famille soudée, on est une famille proche, on s'est de suite ressoudés, et eux, ils nous évitaient. Ils étaient vraiment, ils n'arrivaient pas à nous regarder dans leur façon de parler quand Cathy... Mais ce qui est étonnant, juste, je vous coupe, parce que ce qui est étonnant, c'est que dans la façon que vous aviez de les décrire, en fait, vous sembliez tous très proches. Très proches. Et du coup, ça peut paraître totalement aberrant. C'est ce qui nous a choqués. De penser qu'ils aient fait ça. Enfin, sa femme, ses 2 enfants. Sarah, vous, qu'est-ce que vous vous dites quand vous comprenez que c'est elle et eux? J'ai pas compris. Au début, on voulait pas y croire. Après, on s'est dit que c'était possible parce que Michael, c'était un brûleur. Voilà, un corps brûlé, on s'est dit que c'était la marque de Michael. Un brûleur, c'est-à-dire? Michael, pareil, il était un peu dans un trafic de voitures et il est brûlé.
Il brûlait les voitures. Il brûle tout, Michael. Donc on s'est dit que c'était sa marque. Et puis après, je me suis dit pourquoi, on n'a pas trop compris. Et après, j'ai pensé à l'argent. On va essayer de comprendre les raisons dans un instant. Mais Maître El Boroumi, quand on entend cette histoire, on est sidéré parce qu'on a le sentiment qu'en apparence tout va bien, qu'il y a un vrai lien qui est construit avec les sœurs, avec la famille. Et tout à coup, il y a ce basculement dans l'horreur totale. Parce qu'un père de famille tué par sa femme, ses 2 enfants, on est dans l'horreur absolue. Complètement. Surtout que ce que vous raconte Hanan Fakir est une réalité que moi j'ai pu vivre, puisque moi j'ai été contactée très tôt lorsqu'il a disparu, et au départ, elle s'est déplacée avec Michael Castro en m'indiquant qu'a priori, son frère aurait eu des difficultés peut-être avec des étrangers. Notamment M. Castro Michael insistait en disant ça doit être des gens, etc. Et après, au bout de 2-3 jours, j'ai effectivement un coup de fil d'Hanan Fakir qui me dit c'est moi qui vous saisis, ne parlez plus à la famille Castro, avec ma sœur on a des doutes. Et durant 15 jours, 3 semaines, c'est les sœurs Fakir, c'est important de le souligner, qui ont communiqué la vidéo de surveillance des voisins aux policiers et qui ont dit attention, on pense que c'est notre belle-sœur et ses fils. C'est comme ça que ça se lançait l'enquête. Mais Alain, c'est terrible d'appeler la police et de dire je pense que c'est notre belle-sœur et ses fils. J'imagine ce qui doit se passer en vous dans ce moment-là. Mais c'est trop bizarre. En fait, on a passé 11 jours. C'est-à-dire du jour où on a compris, du 1er septembre, jusqu'au jour où on a découvert les caméras, on a passé 11 jours à faire du yo-yo. C'est eux, et puis 1 heure après, on se dit mais non, c'est pas possible, on dit n'importe quoi. Mais vous avez essayé d'en parler avec eux? Ah non. Non, moi, mais de dire c'est bizarre ou enfin. Moi j'en ai parlé une fois. Ouais. J'ai pris parce qu'avec Michael on était très 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 proches, c'était fusionnel. Et un jour je lui en ai parlé. Je lui ai dit tu sais, tu penses qu'on saura qui c'est tout ça. Il me dit non c'est pas possible et tout. Je lui ai dit ben moi je pense que si. Je lui ai parlé un peu j'ai essayé de lui expliquer que je pensais que c'était 2 frères. Que parce que c'était 2 frères, il n'y en a aucun qui dénoncerait l'autre. Et on était tous les 2 et il me disait non. Et puis il fuyait, il n'a pas voulu... J'ai essayé de le lancer, mais il a évité, Alors, dans cette histoire tragique, il y a de nombreuses questions sans réponse, bien évidemment, à commencer par le mobile du meurtre. Le couple ne roulait pas sur l'or, alors serait-ce une question d'argent? Y avait-il des tensions entre Badré et sa femme? Les enquêteurs vont tout éplucher, d'autant plus qu'au moment de sa garde à vue, l'épouse de Badré, Catherine, décrit son mari comme un personnage violent dont elle avait peur. Durant sa garde à vue, Catherine explique qu'en réalité, elle est une victime. D'après elle et ses fils, Badré l'a frappée et l'a séquestrée. Les 3 dressent un portrait très peu flatteur de la victime, avec des consommations chroniques d'alcool, de drogue. C'était un mari qui était décrit comme violent, avec des violences physiques, verbales, voire sexuelles sur la dame. Et tous les 3 s'accordent à dire que c'était un véritable tyran domestique. Des accusations graves, mais qui ne reposent sur aucun élément matériel. Il n'y a pas eu de plainte, donc les services judiciaires ou de police n'étaient pas au courant de ces violences intrafamiliales. Les frères et sœurs de Badré mettent en avant les difficultés au sein de la famille. Badré avait une maîtresse, ce que Michael avait mal pris. Le père de famille était d'ailleurs en froid avec son fils aîné depuis plusieurs mois. Pourtant, cette liaison aurait été approuvée par la propre femme de Badré. Mais un autre élément interpelle. D'après la famille de Badré, José, le frère de Catherine, aurait reçu un étrange appel de sa sœur, lui demandant de l'aider à se débarrasser de son mari. Il aurait alors refusé et prévenu l'une de ses amies policières. Mais celle-ci n'aurait rien fait. Elle aurait pu le sauver. Elle l'a pas fait parce qu'elle n'a pas fait son devoir. Elle a décidé de fermer les yeux et d'aider son amie. Et le lendemain, pareil, elle a découvert du corps. Elle n'a pas dit qui c'était. Elle savait très bien qui c'était. Elle ne l'a pas dit. Elle a décidé d'être dans l'enquête. Elle n'a pas fait le droit de refus. Enfin, elle s'est pas retirée de l'enquête. Et depuis, c'est un dossier qui est monté à charge. Et c'est elle a outrepassé ses droits. L'IGPN a été saisi par les sœurs de Badré. Mais alors, qui a vraiment tué Badré? Était-il vraiment violent avec sa femme et ses enfants? Et pourquoi la policière prévenue des faits n'a-t-elle rien dit?
Retour en direct sur le plateau de Crime et Faits divers, la quotidienne, avec beaucoup de questions qui se posent sur ce meurtre. On est toujours avec les sœurs de Badré et Maître El Bouroumi qui est leur avocate. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce reportage, en particulier sur le fait que votre frère était quelqu'un de violent avec sa femme, et ce pourrait être la raison finalement pour laquelle sa femme et ses enfants ont décidé de se débarrasser de lui. J'imagine que c'est compliqué pour vous d'entendre des accusations comme ça, mais est-ce que c'était quelqu'un de violent? Pas du tout. C'est pour ça que non, c'est même pas du tout compliqué. Pour nous, c'est que des mensonges. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est là. C'est ce qui fait que depuis 3 ans on se bat. C'est qu'on sait que c'est pas vrai et qu'on veut la vérité. C'est ce qui motive tous les jours qu'on se lève et qu'on se bat et qu'on cherche et qu'on veut savoir. C'est qu'on veut la vérité parce qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Parce que on a vu, on a vécu avec eux, on sait que tout ça c'est des mensonges et on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a motivé. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Mais et on veut le juste sur savoir. les accusations de violence, parce que ça peut être une justification. Je vous donne la parole dans un instant. Juste sur les accusations de violence, je comprends que vous disiez on n'y croit pas, il n'était pas violent, mais en même temps vous êtes trompé aussi sur sa compagne, vous êtes trompé sur les enfants. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il ait un autre visage que vous ne connaissiez pas? Non, parce qu'elle nous l'aurait dit. Moi et Katia, on était super proches. Mika, on a grandi avec eux. Pour nous, on le sait que c'est pas vrai. Maître, c'est impossible? C'est impossible parce que judiciairement, c'est pas prouvé. C'est-à-dire que dans la procédure, on a cherché le casier judiciaire de M. Fakir et on a fait la démonstration qu'il n'avait aucune mention relative à des violences, alors qu'on sait pertinemment que quelqu'un qui est violent peut avoir au cours de sa vie commis des infractions. Et aucun certificat médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une victime, une partie civile qui vous dit « moi j'ai été victime de violence pendant des années » et qui n'est pas capable de verser dans le cadre de l'instruction un seul certificat médical, une plainte ou même une main courante. Mais parce qu'il n'a pas de certificat médical, vous pensez que c'est pas pour ça que c'est faux? 30 ans de mariage, aucun... Alors, 30 ans. Et après, effectivement, au-delà de ça, on confirme parce que, comme elle voulait expliquer les sœurs Fakir, c'était effectivement très, très fusionnel et que si un jour il y avait eu des violences telles qu'elles sont décrites, parce que c'est des violences assez graves, on aurait pu imaginer que les sœurs ou les frères ou les voisins aient pu constater des violences. Et là aussi, l'entourage familial a été auditionné, l'entourage du domicile, et jamais n'a été constaté, jamais dans la procédure n'est versé un élément qui puisse corroborer des éventuelles violences. Je me tourne vers notre expert, Maître Florence Ron. On peut imaginer que l'argument de l'avocate est de dire parce qu'il n'y a pas eu de main courante, parce qu'il n'y a pas de certificat médical, il n'était pas violent. On peut imaginer le contraire aussi. On peut imaginer le contraire, mais en même temps, c'est vrai que 30 ans de vie commune, avec absolument aucun élément qui pourrait corroborer des violences, avec une famille qui est proche, qui est soudée, des frères, des sœurs qui, j'imagine, on voit vite si son frère boit, si son frère se drogue, et puis si on a une belle-sœur dont on est très proche aussi, qui reçoit des coups, à un moment donné, en 30 ans, ça doit finir par se voir quand même. Donc c'est surprenant. C'est surprenent qu'il n'y ait en effet aucune trace et aucune démonstration, la plus petite soit-elle, des violences alléguées. Ça laisse songeur malgré tout, et on l'a déjà vu dans d'autres affaires aussi. Donc il ne suffit pas de dire et d'accuser pour que pour autant ce soit prouvé. Docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est à quel point tout ce monde-là, finalement, cette famille était soudée, unie, et puis tout explose d'un coup avec un meurtre terrible, avec un homme qui est tué, brûlé par ses propres enfants, et puis tout à coup ces accusations de violence qui arrivent. En fait, on a le sentiment que tout le monde a vécu c'était un jeu de dupes. Ça ressemble à une tragédie grecque. C'est vrai qu'il est question de violence, mais on n'a pas d'éléments. On imagine que s'il y avait violence, les enfants en auraient parlé. Or, on nous dit que les enfants étaient très proches des tantes. Donc, ils auraient laissé trace. Les enfants, à un moment ou à un autre, ils disent quelque chose. Une famille unie, certes, mais qu'est-ce qu'on entend là? On entend aussi une femme qui est en rupture avec sa propre famille. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. On ne sait pas ce qu'elle a vécu au sein de sa famille, on ne sait pas ce qu'elle a vécu dans son histoire, on ne sait pas ce qui peut ressurgir un moment ou un autre qui viendrait de son passé. On nous décrit un homme qui aurait été soi-disant alcoolique, toxicomane. Les hommes qui sont vraiment alcooliques et toxicomanes, ils ne s'occupent pas de leur ligne. Ils ne vont pas se faire opérer, ils ne vont pas se mettre un anneau gastrique pour avoir la ligne fine. Non, ils se négligent physiquement, ils ne se font pas soigner pour avoir... Donc il y a beaucoup d'incohérences. Moi, ce qui m'effraie, c'est l'implication des enfants. Ah oui, c'est ça. Si la mère est vraiment un coupable, est-ce qu'elle a manipulé les garçons pour participer au crime? Et ça, c'est effrayant, parce que du coup, ça ravage leur vie. Les deux petits aussi, enfin, un père mort, une mère qui va peut-être passer sa vie en prison, c'est absolument affreux. Après, on peut tout imaginer. On peut aussi imaginer que c'est pas elle la coupable, mais qu'elle a protégé un de ses fils. Et on peut imaginer aussi, parce qu'on a évoqué également cette hypothèse, que Badré avait une maîtresse.
Votre frère avait une maîtresse. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de jalousie aussi dans tout ça, Sarah? De jalousie, Vous étiez au pense courant pas. de l'existence de cette maîtresse? Oui, Vous saviez? on a fini par l'apprendre, oui. On a fini par l'apprendre. Les deux c'était, sont vivants? Oui, on a fini par l'apprendre. Et Katharina n'était pas du tout jalouse. Par contre, pas jalouse de la relation qu'il avait avec cette boulangère. Par contre, Badré, en fait, il a commencé à fréquenter cette boulangère avec qui il travaillait au début. Et il a commencé à découvrir ce que c'était l'amour. Parce qu'il ne connaissait pas avant? Je pense qu'il aimait Cathy et que Cathy l'aimait à leur manière. Mais je pense que c'était la première fois qu'il découvrait ce genre d'amour parce qu'avec Cathy, c'était surtout financier. Katharina, il nous le disait tout le temps. Moi, depuis que je suis petite, c'est des choses que j'entendais souvent de la bouche de Badré. C'est si je rentre et que je pose de l'argent sur la table, tout le monde me sourit. Si je pose pas d'argent, personne ne me parle. Badré, c'était sa vache à lait à Katharina. C'était sa vache à lait. Et je pense qu'il a découvert une autre sorte d'amour et c'est ce qui a fait qu'il était perturbé et qu'il a un peu sombré dans une sorte de dépression. Parce qu'il comprenait pas. Il était avec une femme qui l'aimait pour ce qu'il était, peu importe ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas. Et de l'autre côté, il y avait Katharina qui l'aimait que à certains moments, selon ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas. Mais il avait construit avec Katharina toute une vie. Ça faisait 30 ans de mariage, ils avaient leurs enfants, ils avaient construit leur petite vie, leur petit train-train. Et Katharina ne voulait pas le laisser partir. Et on le voit, c'est quelque chose qu'on voit aussi au niveau de l'enquête. Elle a envoyé des textos. Vous pensez quoi, au fond? Vous pensez que le motif, ce serait quoi? Je vais vous dire. Parce que, en fait, ça a commencé à être un peu comme... il était avec Lila, après il partait avec Katharina, tout ça partait Lila, c'est un la peu. boulangère. Voilà. Et le jour du... Et les enfants, ils en ont beaucoup voulu à leur père, surtout Michael. Et il y a eu le mariage de Michael, et Michael n'a pas invité son père. Et ça, Badré, ça l'a tué. Il est rentré en dépression, on l'a pas vu pendant un bon moment. Il était en dépression, il n'a pas accepté. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris une décision, et il nous en a parlé, et il nous avait dit qu'il en avait parlé à Katharina, et qu'il en avait parlé aussi avec Lila, et qu'elle était d'accord. Il avait pris la décision de vendre la maison, et que c'était fini avec Katharina, parce que c'était elle qui montait les enfants, que ses enfants lui en voulaient, parce que ça en est arrivé à un point où même Michael n'avait pas invité son père à son mariage. Alors que c'est important, un mariage. Et il a commencé à parler de vendre la maison. C'était un peu avant l'été parce que Michael s'est marié fin avril. Et donc ça a suivi son cours. Et ce qui s'est passé ce mois d'août 2015, c'est que le 8 août 2015, c'est l'anniversaire de Badré. Et il s'est passé quelque chose de bizarre, ça nous a étonnés, nous aussi à l'époque, mais bon, on n'a pas on s'est dit ça peut arriver. Ils ont préparé l'anniversaire de Badré. Ils lui ont fait un cadeau, ils lui ont fait une fête, alors que ça faisait un moment qu'il ne parlait plus avec lui, que Michael en voulait à son père, et il lui a fait une fête. Voilà, ils ont fait des photos. Ça, c'est plutôt gentil, c'est plutôt bien ça. Oui, et Badré, il a commencé à se rapprocher du coup de Katharina, de sa vie de famille, parce que ses enfants, ils commençaient à se rapprocher de lui. Et donc, le mois d'août, il allait souvent, presque tous les jours, voir ses enfants, et il recommençait un peu à les côtoyer. Et le 31 août, il est mort. Et au cours de la procédure, on s'en est rendu compte un peu après, dès juillet 2015, Katharina, sur son téléphone, il y a des traces où elle commence à chercher comment empoisonner quelqu'un. Donc nous, on pense qu'à partir du moment où il a commencé à dire qu'il allait vendre la maison et donc du coup qu'il allait la mettre en difficulté financière et qu'il allait partir, je pense qu'ils ont décidé qu'ils allaient l'assassiner. Nous, c'est notre point de vue. Un mot pour conclure, Maître El Bourmi, on en est où dans l'enquête aujourd'hui? Alors, je voulais apporter effectivement des précisions, parce que vous indiquez que forcément c'est Katharina et le pédopsychiatre est intervenu aussi, mais elle conteste avoir porté les coups de couteau, c'est important. Donc l'instruction a bien évolué. Aujourd'hui, on fait la démonstration que les coups de couteau ont été portés dans le véhicule, et nous pensons, et d'ailleurs il y a une ordonnance de renvoi qui a été rendue, que ce sont les garçons qui ont porté les coups de couteau. Donc l'instruction, et si effectivement au départ ils ont été mis en examen les garçons pour transport de corps et maintenant, aujourd'hui, on envisage de les renvoyer pour assassinat. Donc on attend maintenant, on a fait toute une série de mandats d'actes, ça devrait passer dans la chambre de l'instruction, et normalement les trois devaient être renvoyés pour assassinat. Merci beaucoup pour ces précisions. Je précise que pour l'instant, ils sont présumés innocents puisqu'ils n'ont pas été jugés, de même que Katharina. Et puis Sarah et Hanan, on a bien compris également que votre souhait, vous, c'est de réhabiliter également l'image de votre père, de connaître la vérité, bien sûr, mais aussi de réhabiliter l'image de votre père, et qui ne passe pas pour qui ne passe pas pour quelqu'un de violent. Mais aussi que toutes les personnes qui aient participé à cet assassinat soient mises en examen. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Tout de suite, le journal des faits divers, et on commence avec ce nouveau